Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée, est-ce que le complotisme militant peut être un motif de refus d'adhésion à une église locale, c'est-à-dire de devenir membre actif d'une église, point d'interrogation, et fin de la question. Voilà une question qui a le mérite d'être courte et intéressante, j'espère en tout cas pour ce podcast. Elle a évidemment beaucoup de ramifications et pour la traiter correctement, c'est un peu une gageure en 20 minutes, comme beaucoup des bonnes questions qui sont posées sur le site de TPSG. Et ce que je voudrais faire dans ce podcast, c'est faire un survol un peu du phénomène du complot. Et puis, ce sera assez bref. Et je voudrais surtout m'intéresser à ce phénomène en lien avec l'écriture. Et par rapport ensuite à ta question, j'essaierai de conclure de façon assez concrète. Alors, c'est quoi le complotisme ou la notion de complot ? Alors, je me suis tourné vers la sacro-sainte encyclopédie Wikipédia qui nous dit la chose suivante. Une théorie du complot est un type de discours qui décrit un événement comme résultant, pour l'essentiel, de l'action planifiée et dissimulée d'un petit groupe, différent des acteurs apparents, en écartant la démarche d'investigation historique, multicausale et ouverte aux hypothèses en concurrence, mais retenant les plus plausibles, au profit d'une démarche reposant sur une explication univoque et monocausale, qui voit partout les signes de l'intervention et de la puissance de ce groupe principal, y compris dans le fait que les preuves manquent. Ce serait la preuve de la puissance dissimulatrice des comploteurs et d'un discours n'autorisant pas à sa réfutabilité. Fin de la citation. Alors, la définition est complète, mais un petit peu complexe. Et moi, j'aimerais te proposer une définition plus simple. Une théorie du complot présuppose qu'un événement marquant a été engendré par un corpuscule opaque qui s'est ensuite assuré qu'une version alternative de l'histoire a été gobée par la population. Il y a donc une notion de complot, et il faut reconnaître et admettre qu'il y a eu, en géopolitique et dans plein de domaines de l'existence, même dans le monde des sciences, même dans le monde de l'éducation, même dans le monde, un grand nombre de complots. On ne doit pas en être surpris, je reviendrai là-dessus plus tard. Il y a la notion de version altérée de la réalité. Encore une fois, c'est extrêmement fréquent et c'est ce que l'on appelle la guerre psychologique, lorsque l'on est dans un contexte de guerre. Il s'agit de faire preuve d'une vision alternative de la réalité pour que les gens ne regardent pas à la cause principale. Mais ce qui caractérise le complotisme, ce n'est pas ces deux éléments que l'on trouve, mais c'est plutôt de voir derrière ces éléments que l'on trouve régulièrement dans l'histoire, un petit groupe, une élite du monde qui serait au contrôle de ce monde et qui masquerait la réalité. On est un peu dans un monde à la Matrix où ce que nous voyons n'est vraiment pas la réalité aux yeux des complotistes. Alors les causes d'un événement, sa finalité et sa modalité, ça provient donc d'un groupe réduit, discret, maléfique, capable de taire les témoins et de contrôler les médias. Il y a une histoire cachée, cette histoire est cachée par ceux qui ont créé la version officielle. La véritable histoire cachée est connue d'un petit nombre de gens éclairés, et ce groupe caché est aux commandes du monde. Alors, Rudi Reichstadt signe un livre cinglant sur la question. Le titre est assez brutal, je vais te le donner, mais quand même, le contenu mérite d'être lu, même si je n'adhère pas pleinement à une certaine forme d'optimisme que je vois dans ces lignes pour tous les sujets qu'il développe. Je crois notamment qu'il minimise le pouvoir de l'argent pour orienter les politiques à des fins commerciales ou noyer l'information pour éviter le contrôle politique ou gouvernemental. Je crois qu'il est en cela assez optimiste. Néanmoins, il mérite d'être lu au moins pour éviter le biais de confirmation pour ceux qui sont tentés de constamment voir un complot dans les événements qui nous entourent. Alors le titre, est-ce que tu es prêt ? L'opium des imbéciles, essai sur la question complotiste. Alors dans son esprit, et il l'introduit ainsi, l'imbécile n'est pas l'idiot. Il regarde à l'étymologie, l'imbécile c'est celui qui est sans bâton, sans soutien. Et cela évoque celui qui pense librement sans un cadre suffisant. Son propos n'est pas non plus d'ignorer la réalité de l'existence des complots. Il écrit, et je cite, « Aussi loin qu'on puisse remonter, nul n'a jamais nié l'existence de complots, de manipulations ou de conjurations. » Et pour cause, se risquer à le faire témoignerait d'une ignorance crasse de l'histoire, doublée d'une anthropologie mutilée.
Les complots sont probablement coextensifs de l'histoire de l'humanité et des enjeux de pouvoir qui s'y manifestent. Si l'on postule qu'aucune société humaine ne peut se dispenser d'une économie du secret, alors il faut admettre que les complots existent et existeront tant qu'existeront des sociétés humaines. Fin de la citation. La théorie du complot est plus que de croire qu'il existe bien des complots et qu'il existe bien des versions alternatives, la théorie du complot voit plus ou moins systématiquement un contrôle opaque et méchant sur la société d'un petit groupe que l'on va accuser, vilipender, et dans certains moments de l'histoire que l'on va persécuter. Contrôle des événements en avant, contrôle de l'information en aval. Alors, je vais prendre quelques exemples un peu distants de nous pour que les émotions ne soient pas trop vives. Et moi, je me souviens que lors des événements du 11 septembre 2001, vous savez, selon l'âge, peut-être vous avez oublié ou vous ne savez pas, mais 2 avions ont été détournés par des musulmans fondamentalistes et ont fait tomber 2 gratte-ciel de New York. Et très rapidement, il y a des gens qui ont affirmé que ce n'était pas possible que des avions fassent tomber des tours et que les vidéos étaient des trucages, qu'en réalité c'était des missiles. Alors après, c'était la CIA, c'était l'armée américaine, etc. Il y avait toute une théorie de complot, plusieurs théories de complot qui sont nées. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on était quasiment en direct avec des milliers de témoins et ça n'a pas empêché les complots ou les théories de complot de se réaliser. Moi, c'est un événement assez intéressant pour moi parce que ma petite sœur était à ce moment-là à New York. Elle venait d'arriver la veille dans la ville de New York et elle a été réveillée par le bruit d'avion qui frôlait son hôtel. Et elle trouvait d'ailleurs indécent cet avion qui passait trop près des bâtiments. Elle s'est rendormie. Quelqu'un a essayé de la joindre par téléphone pour lui dire de fuir et prendre la route loin de la ville. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Les théories ont été multiples, et alors que des gens ont pu en être les témoins assez directement. Alors parfois, ces versions alternatives font sourire. Avec mon épouse, nous accueillons chez nous 5 femmes réfugiées d'Ukraine, et elles sont en contact occasionnel avec les membres de leur famille. Et lors d'un Zoom avec une personne qui était restée en Ukraine, près de la frontière russe, cette personne disait que la radio ou la télévision russe disait que les Ukrainiens avaient modifié génétiquement des oies pour attaquer les tanks et attaquer surtout les avions et faisaient ainsi tomber les avions militaires. Alors, ces femmes ne parlent pas le français ni l'anglais, et moi, ni Laurie ni moi ne parlons l'ukrainien ni le russe. Donc, on utilise des applications pour dialoguer, des applications de traduction. Et donc, quand j'ai entendu ça, j'ai voulu m'assurer que j'avais bien compris, parce que c'est quand même une vision alternative assez surprenante, n'est-ce pas, de la guerre qui est menée sur ce territoire. Et j'ai utilisé plusieurs moyens pour obtenir une confirmation, et j'avoue que ça faisait un petit peu sourire. Alors, comment ça marche? Une théorie du complot. Reichstadt, de nouveau, écrit « Une théorie du complot efficace repose sur la conjonction de 4 ingrédients, un événement rare, exceptionnel ou important, le décès d'une personnalité, une épidémie, une catastrophe industrielle, aérienne, naturelle, un attentat, une guerre, une crise économique. Un principe maléfique, les juifs, les étrangers, ou ceux qui sont considérés comme tels, les francs-maçons, les élites, la CIA, l'État, les médias, la finance, les lobbies industriels. Une structure d'accueil, un mythe complotiste préexistant, capable de prendre en charge cette nouvelle théorie en l'intégrant dans une série plus longue et en lui donnant par là même sens, épaisseur et consistante. À quoi on ajoutera, pour faire bonne mesure, quelques circonstances inattendues, étonnantes ou inexpliquées. On sait que notre cerveau a tendance à sous-estimer les coïncidences fortuites. Fin de la citation. Et donc il faut une collusion de ces facteurs pour le succès de ces théories. Alors, peut-on croire aux théories du complot? Comme le dit même Reichstadt, il y a eu des complots dans l'histoire. Donc la notion de complot fait partie, et des conjugations fait partie de l'histoire. En même temps, l'une des difficultés majeures, c'est que pour se faire une idée de certaines de ces théories du complot, il faut devenir des spécialistes sur plein de sujets, presque toucher l'omniscience. Je reprends l'exemple de ces avions dont il est dit qu'ils étaient incapables de faire tomber les tours jumelles. Il y aurait eu des ingénieurs qui, moyennant de savants calculs, auraient montré qu'il était impossible de faire tomber
de telles structures. Moi, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas fait d'ingénierie civile, je suis incapable de faire ces calculs, et donc je suis forcément dépendant de gens qui en savent plus sur ce sujet. Alors, il y a des gens qui ont évoqué un avis, d'autres qui ont évoqué un avis inverse, et vous pouvez multiplier les domaines d'investigation, et il faudrait être spécialiste de l'ensemble. Donc, c'est difficile de se faire une idée, et à un moment donné, il faut aussi avoir conscience que peut-être le rasoir d'Occam, hein, c'est-à-dire ce qui coupe les explications les plus compliquées pour arriver aux explications les plus simples, peut-être la meilleure façon de fonctionner. Il y a une autre chose que je trouve surprenante, c'est qu'on puisse imaginer que des gens méchants sont capables de s'unir. Parce que psychologiquement, les gens méchants cherchent à dominer. Donc cette union de gens méchants est quelque chose qui psychologiquement me surprend, parce que dans l'histoire, les gens les plus méchants, ils ont cherché à dominer, à écraser ceux qui n'avaient pas le même avis, et donc on est... Bon, il y a peut-être des exceptions, hein, mais c'est un peu surprenant qu'il y ait ce genre de collusion humaine, presque bienveillante entre eux, mais malveillante envers les autres. Et une autre remarque, les événements ne se déroulent jamais comme dans les films. Alors on sait que dans les films, il suffit de tirer une ficelle et tout se passe bien dans la suite. Mais un gouvernement prend la décision d'augmenter de quelques centimes les prix de l'essence sans savoir que les gens vont prendre des gilets jaunes. Ça ne se contrôle pas si facilement l'histoire. Et le mouvement de l'histoire est beaucoup plus imprévisible que ne l'estiment les tacticiens qui soutiennent les théories du complot. Les généraux savent que leurs plans de bataille sont les meilleurs jusqu'à ce que la première balle soit tirée. Et alors là, tout part en vrille et il faut s'adapter à des situations très, très nouvelles. Beaucoup de flexibilité pour mener une guerre et les événements sont beaucoup plus mouvants, me semble-t-il. Et c'est ce que remarque d'ailleurs Reichstadt quand il dit, et je continue de le citer ici, « Mettant ses pas dans ceux de Weber, Karl Popper confirmera qu'il est rare que ces complots réussissent à atteindre le but recherché, car la vie sociale n'est pas une simple épreuve de force entre groupes opposés, mais une action qui se déroule dans le cadre plus ou moins rigide d'institutions, de coutumes, et qui produit maintes réactions inattendues. C'est en partant de ce double constat, que les vrais complots échouent souvent et que les croyances en de faux complots jouent dans l'histoire un rôle crucial et sous-estimé qu'il convient de confronter à la question du complotisme. » Fin de la citation. Alors, on va se rapprocher progressivement de ta question et j'aimerais regarder pourquoi la Bible nous rapproche en fait des théories du complot et dans un deuxième temps, pourquoi la Bible nous éloigne des théories du complot. Mais en fait, l'histoire humaine, dans sa version déchue, commence avec une vision altérée de la réalité. C'est un peu un complot, en quelque sorte, qui est à l'origine de la transformation radicale de l'être humain et de la société humaine. Je sais que ça semblera étrange, mais le fondement du désordre humain que nous connaissons, avec ses guerres, sa violence, son égoïsme, vient, selon l'Écriture, d'un complot spirituel. Dieu crée un monde parfait dans lequel l'homme et la femme sont ses régents, sont ses représentants, ils sont à son image, ils sont magnifiques, hommes et femmes, chacun, quelle que soit ensuite sa descendance en race, en niveaux sociaux, intellectuels, etc. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu, mais voilà qu'un être spirituel s'oppose à cela. Peut-être il y a de l'orgueil, peut-être il y a de la jalousie, peut-être il veut s'élever au-dessus de ces êtres humains qui ont reçu la royauté, et il vient proposer une vision alternative de la réalité. Dieu n'est vraiment pas bon de vous priver de quoi manger, alors qu'en fait Dieu avait dit tu mangeras de tous les arbres qui sont devant toi, tout est à toi, sauf un, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne le touches pas. Pourquoi? Parce que cet arbre va symboliser finalement comment l'homme et la femme vivraient. Est-ce qu'ils vivraient centrés sur Dieu ou est-ce qu'ils vivraient centrés sur eux-mêmes, choisissant par eux-mêmes et pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme prennent tous deux du fruit et ils deviennent comme Dieu dans le sens qu'ils deviennent les déterminateurs du bien et du mal pour eux-mêmes. Ils s'éloignent d'une dépendance dans un Dieu bienveillant. Le monde est radicalement altéré. La Bible dit que toute la création est affectée par cette réorientation du monde. Et donc il y a, je crois, dans l'être humain, un instinct primaire complotiste, parce que c'est comme ça qu'il en est venu à sa déchéance. Ça fait écho. Mais je dois aussi dire que ça fait écho aussi parce qu'il y a un complot rédempteur qui s'est fondé de toute éternité pour racheter des hommes et des femmes de toutes les tribus de la terre.
Acte 4, dans le Nouveau Testament, dit la chose suivante, ce sont les premiers disciples qui prient alors qu'ils sont persécutés, et ils disent « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Et nous voyons là quelque chose de particulier, c'est-à-dire que celui qui est envoyé pour réparer le cœur humain, il fait l'objet d'un complot majeur pour l'éteindre, parce que les gens ne supportent pas la lumière qu'il apporte sur leur comportement. Il est crucifié, et ce faisant, et sans qu'ils le réalisent, ils accomplissent, on va dire, un complot positif de toute éternité, où le Fils de Dieu devait mourir pour les péchés de ceux et de celles qui un jour se confieraient en lui. Et donc, l'Évangile est vraiment aussi fondé sur cette notion d'une sorte d'arrachement extérieur à nous-mêmes, un complot divin, cette fois-ci, et bienveillant, qui nous fait mener à la vie de Dieu. Il y a quelque chose qui fait écho très fortement en nous, parce que ça correspond à l'histoire de la déchéance humaine, et ça correspond aussi à l'histoire d'une rédemption bienveillante. Alors, pourquoi est-ce que, maintenant, de l'autre côté, la Bible nous éloigne des théories du complot ? Bien, ceux qui ont confiance en l'autorité de l'Écriture vont réaliser que Dieu règne, et même dans ce complot que j'ai évoqué, bienveillant, et c'est peut-être un abus de langage de l'utiliser ainsi, nous voyons que Dieu règne. Et en cela, il règne sur toutes choses. Il règne sur les esprits mauvais, les démons même, puisque lorsque Satan s'attaque à Job, il doit demander l'autorisation. Lorsque Satan veut faire tomber Pierre et les apôtres, il doit demander l'autorisation. C'est même l'Esprit Saint qui conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Aucun être maléfique n'est capable de faire ce que Dieu n'autorise pas directement. Dieu règne sur la volonté des hommes et des rois, son œuvre est souveraine, sans pour autant, et c'est ça qui nous rend un peu fous quand on y réfléchit, sans pour autant ôter la responsabilité des hommes dans leur action. Et c'est là où on doit s'éloigner des théories du complot. Le psaume 47,9 nous dit « Dieu règne sur les nations, Dieu règne sur son saint trône ». Le psaume 115,3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Daniel 2,21 « À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il n'y aura jamais de lieu de vie où le règne de Dieu est absent, même dans les heures sombres de la fin de l'histoire humaine, lorsque l'Antichrist va, semble-t-il, régner. On aura cette impression-là, ce n'est que par la permission explicite d'un Dieu qui va vouloir que se manifeste le mystère du mal et que les gens choisissent ultimement et pour une dernière fois leur camp. Avec tout ce que j'ai dit, passons à ta question très courte. Peut-on devenir membre d'une église ? Alors, l'évangile, c'est réaliser la centralité de Jésus dans sa propre vie, c'est réaliser que cette centralité doit colorer l'ensemble de notre vie, y compris notre rapport au monde et au monde de ceux qui dirigent ou du monde des événements qui ont lieu. Et c'est partager avec d'autres cette centralité de Jésus. C'est ça, être membre d'une église, cheminer ensemble autour d'une personne qui est notre sauveur, notre maître, notre Seigneur, notre bien-aimé, celui qui véritablement recolore l'ensemble de notre vie. Il y a plusieurs dangers, à mon avis, du complotisme pour l'Église. Le premier danger que je vois, c'est que c'est un substitut terriblement pâle et inepte de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que se préoccuper de complot plutôt que de voir l'œuvre providentielle de Dieu, c'est un regard qui est mal placé. Je le suggère, peut-être j'ai tort. Deuxièmement, un savoir ésotérique partagé par des initiés et qui méprisent ceux qui ne partagent pas la même idée, me semble être le second danger du complotisme. Quand on écoute certains complotistes, et je pense partager certaines de leurs idées parfois, mais quand certaines personnes en font quelque chose de tellement central, tu es avec eux ou tu es contre eux. Et soudainement, il y a une petite clique qui, par sa compréhension supérieure du monde, prétendue supérieure du monde, devient
illuminée et cette clique, elle, a la conscience des choses vraies et le commun des mortels ne le voit pas ainsi. Cette sagesse ésotérique me semble contraire à la clarté de l'Évangile partagé par tous, annoncé par tous. Et enfin, le troisième problème que je vois, c'est qu'il y a un objectif de connaissance qui détrône de la connaissance de Christ dans sa centralité. On se rapproche un peu en cela de l'hérésie colossienne. À Colosse, il semble qu'il y ait eu une sorte de salut par la connaissance, une sorte de gnosticisme. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faut savoir plein de choses sur ce monde pour faire partie des gens éveillés et éclairés. Et non, il faut, en Christ, se cachent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et en fait, c'est cela, probablement, le problème principal du complotisme, c'est que cela devient une forme de conception du monde alternative à celle que dépeint l'Écriture. Une forme alternative où ce sont les complots qui sont au centre de l'action humaine, de l'action du monde, plutôt qu'un Dieu souverain qui règne sur l'histoire. Et là, quand une personne arrive là, il me semble problématique qu'elle devienne membre d'une église, surtout d'une petite église, parce qu'une petite église est vite déstabilisée. Dans une grande église, qu'il y ait quelques personnes complotistes, ça ne déséquilibre pas l'ensemble. Mais on estime en sociologie que pour qu'un groupe demeure stable, il faut 7 personnes sur 10 stables. Donc vous avez des petites églises, vous avez soudainement des gens qui prennent une tangente avec des positions très radicales, très novatrices, très différentes. Ils attirent un plus grand nombre proportionnellement à la taille de l'église et ça peut vraiment mettre en péril l'église. Ceci dit, il faut veiller à la liberté de croire, de penser, de réfléchir. L'Église n'a aucune licence, c'est-à-dire aucun mandat à censurer les opinions différentes. Moi, je suis frappé qu'il y a quand même un esprit de d'élimination des idées différentes et l'Église ne doit absolument pas en faire partie. Et à mon sens, voilà les limites que je placerai sur la question que tu évoques. Si le savoir prétendu ou vrai de l'individu fait l'objet d'une propagande plutôt que d'une conviction personnelle, je pense que c'est un problème de devenir membre de l'Église. L'Église milite pour Christ et l'Évangile, non pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire humaine. Deuxième frein ou barrière, si le savoir prétendu ou vrai relèverait d'une forme de gnose où l'individu s'élèverait comme le sage qui a été initié à des formes de savoir supérieur. Pour moi, ce serait une barrière au fait de devenir membre. Troisièmement, si la souveraineté de Dieu était occultée ou minimisée par les convictions complotistes. Si le diable doit demander à Dieu son autorisation pour attaquer ou séduire, alors il ne faudrait pas faire un Dieu dont la puissance serait réduite. Et en cela, cette suprématie de Dieu, si elle n'est pas confessée par un membre de l'Église, ça pose un problème quant à son appartenance à l'Église. Et quatrième obstacle, si le mode de fonctionnement des anciens et de l'Église était systématiquement analysé sous l'angle du complot, parce que, évidemment, là, c'est une sape à son action. Luc 8, 17, « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Je sais que nous relirons l'histoire humaine du ciel de la gloire avec le filtre de la vérité et de la compréhension. On peut laisser les choses en suspens aujourd'hui. » Maintenant, je termine avec un vrai complot, et beaucoup plus grave. Le vrai complot, ce n'est pas ceux qui sont évoqués le plus fréquemment, mais le vrai complot, c'est tout ce que nous entendons dans le monde, que la mort n'est pas grave, que le péché n'est pas grave, qu'on ira tous au paradis ou qu'on cessera simplement d'exister. C'est absolument faux, nous sommes éternels, c'est un aveuglement qui est là. Nous sommes éternels, nous sommes créés à l'image de Dieu, et à la mort, nous serons soit dans la présence éternelle de Dieu, soit dans l'absence éternelle et souffrante, source de souffrance de Dieu. 2 Corinthiens 4 nous dit ceci, « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Face à ce complot, l'Église a une mission, enseigner avec clarté, joie et profondeur et pertinence le glorieux évangile de Christ qui est capable de sauver les hommes et les femmes de façon définitive de leurs péchés, de leurs biais cognitifs et de l'ensemble des choses qui les empêtrent et les enferment dans une tristesse, pour les libérer et les orienter vers un Dieu qui donne l'espérance, la foi, la vie, l'amour et toutes les choses qui sont associées à l'Évangile. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.
Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!